Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire, notre premier webinaire South Pole dans le cadre de lancement de notre bureau en janvier 2021 et notre fusion avec CO2 Logic. Aujourd'hui, pour un premier webinaire, qui est le début d'une série de webinaires qu'on vous proposera, on va regarder aux différents leviers et opportunités pour les entreprises dans leurs ambitions climatiques. Et on s'est rendu compte, en fait, en discutant avec plusieurs entreprises et organisations, qu'il y avait pas mal de questions autour des projets d'action climatique. Qu'est-ce qu'un projet d'action climatique? Quels sont les différents types de projets climatiques? Comment est-ce qu'on garantit qu'un projet d'action climatique est sérieux? Quelle part de ces projets climatiques peuvent faire partie d'une ambition climatique sérieuse et finalement, comment on s'y prend pour investir dans un projet d'action climatique. Donc aujourd'hui, on vous propose justement une introduction à ce sujet. Pour commencer, pour que le webinaire se déroule correctement, votre micro est coupé afin de ne pas gêner les intervenants, mais vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat qui se situe en haut à droite de votre écran. Et les questions seront retransmises aux intervenants à la fin, durant un temps d'échange dédié à cette cause à la fin de 15 minutes. Avant de commencer, quelques mots sur South Pole, comme nous sommes nouveaux en France. Donc, nous sommes un cabinet de conseil et un développeur de projets de compensation carbone. Et on accompagne les entreprises et les organisations à travers tout leur parcours climatique, que ce soit la mesure d'impact, que ce soit la définition d'une stratégie, la réduction et le financement d'actions climatiques. Donc, ça fait 15 ans qu'on existe aujourd'hui. On a été fondé par... s'il vous plaît. On a été fondé par 5 entrepreneurs zurichois de l'école polytechnique de Zurich. Et ça, donc, comme je disais, ça fait 15 ans qu'on est dans le milieu. On a aujourd'hui une équipe de plus de 500 consultants scientifiques, ingénieurs, agronomes qui sont tous experts dans leur domaine et on est répartis dans 26 bureaux, donc dans le monde entier, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Australie. À compter d'aujourd'hui, on est le plus grand développeur de projets de compensation. On en a développé environ 1000 de tout type, que ce soit des projets naturels, que ce soit des projets d'énergie renouvelable, que ce soit des projets de carbone bleu. Pour aujourd'hui, je vous propose comme agenda du coup de diviser notre webinaire en 3 modules. Dans la première partie, on va parler de l'urgence climat et du contexte français. Donc voilà, quelles sont les politiques françaises, qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui, quelles sont les différentes normes, les différents standards qui sont en train d'émerger. Suite à ça, on va parler du rôle du marché volontaire international et comment est-ce qu'il reste important aujourd'hui quand on considère l'urgence climatique que nous sommes en train de faire face. Et finalement, quels sont les différents types et projets types et exemples de projets d'action climatique. Et là, ce sera notre chef de projet européen qui va vous présenter des projets que nous avons développés. Et comme je vous disais à la fin, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le webinaire et on répondra à la fin. Sans plus attendre, voici nos intervenants pour aujourd'hui. Donc, nous avons premièrement Mathieu Griblier, qui est diplômé de l'école de Pont de Paris Tech. Il a développé une expertise dans le climat et dans l'énergie depuis plus de 15 ans. Et depuis 5 ans, il accompagne chez CO2 Logic South Pole les entreprises dans la mesure d'impact, dans l'éco-concession de leurs produits, dans la création de projets d'action climatique. Et il est co-auteur d'une publication qui s'appelle Bilan carbone des collectivités territoriales, méthodes et retours d'expérience. Ensuite, Héloïse vous présentera du coup plus le marché volontaire international. Héloïse, elle est titulaire d'une maîtrise en environnement de la London School of Economics and Political Science. Elle a rejoint South Pole en tant qu'analyste des projets carbone. Donc, elle s'occupe de la sélection des projets, mais aussi de la due diligence pour qu'ils respectent les normes et les standards les plus élevés possibles. Et auparavant, elle a travaillé au programme des Nations Unies pour l'environnement et Human Rights Watch. Et finalement, nous avons Adeline,
est experte dans le développement de projets. Donc, elle a développé des projets un peu partout, que ce soit en Asie, en Afrique, et aujourd'hui, elle se spécialise sur l'Europe. Elle détient donc une connaissance approfondie des différentes normes, standards européens et internationaux comme Verra, Gold Standard, Label Bas Carbone qu'on va explorer dans ce webinaire. Et finalement, moi, je serai votre modératrice. Donc, je viens de rejoindre South Pole en janvier 2021 en tant que conseillère et j'accompagne les clients dans la compréhension de leurs enjeux et ensemble, on trouve des solutions. Sans plus attendre, je te laisse commencer, Mathieu. Très bien. Merci beaucoup, Juliana, pour l'introduction. Et donc, oui, effectivement, l'enjeu de mon intervention aujourd'hui, c'est de poser rapidement un peu le contexte d'urgence climat et aussi la manière dont ça se décline au niveau français. Alors, pour commencer, je pense qu'on va avoir un petit pôle, le voici, avec la question de finalement, aujourd'hui, combien d'années il nous reste pour atteindre ce budget carbone qu'on ne doit pas dépasser et être à 1,5 degré maximum d'augmentation de la température. Et c'est en gros combien de temps finalement il nous reste pour agir de manière rapide et ambitieuse. Et donc on a 9 ans, 19 ans ou 29 ans. Et je vous laisse donc sélectionner rapidement des 3 questions pour qu'on puisse vérifier. Alors, je pourrais que tout le monde a répondu 9 ans, si je ne me trompe pas, donc il y a quand même 100% de bonnes réponses. Bon, ce qui montre encore une fois qu'on est sur quand même quelque chose qui commence à être bien maîtrisé en matière d'urgence climatique. Alors c'est une bonne nouvelle qu'il y a un niveau de conscientisation qui soit à ce niveau-là, mais c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il ne nous reste finalement pas trop de temps que ça. Et donc ça, c'est une manière avec ce graphe-là de vous le présenter. En gros, ce que dit ce graphe tout simplement, c'est que depuis qu'on a pris conscience de cette urgence climatique, les émissions n'ont pas eu tendance à baisser, loin de là, et quelque chose qui paraissait encore abordable de manière pas trop compliquée dans le début des années 2000 commence maintenant à être un sacré challenge avec finalement des émissions qui continuent à augmenter alors qu'elles devraient déjà diminuer, un objectif qui lui reste le même, qui est arriver à zéro à la fin en 2050. C'est ça l'objet des accords de Paris. Et, euh, et malheureusement, plus les émissions vont continuer à augmenter et plus les réductions devront être sacrément accélérées et on arrive à un niveau où maintenant chaque année compte en matière d'action et on peut plus se permettre d'attendre parce que plus on attendra et plus ce sera compliqué d'arriver à ce zéro d'ici 2050. Donc la nécessité de l'action climatique, elle est claire. On a évidemment les fameuses COP que vous connaissez, qui sont organisées par l'ONU. On a, suite aux accords de Paris, un certain nombre d'engagements qui ont été proposés de la part des différents pays. Et on se rend compte aujourd'hui que si on somme ces engagements-là, je pense qu'un certain nombre d'entre vous en sont déjà conscients, on n'y est pas. On n'est pas encore au niveau de l'ambition, il y a besoin d'aller plus loin, il y a besoin d'aller plus vite, et on a aujourd'hui encore un écart entre ce qu'on devrait faire et ce sur quoi on s'est seulement engagé à faire. C'est même pas au niveau où on est aujourd'hui, c'est on prend en compte tout ce qu'on a engagé en termes de politique publique plus restrictive, etc. Et même en prenant tout ça cumulé, on n'arrive pas au niveau de réduction qu'il faudrait, donc il y a besoin d'aller plus loin. Donc ça va être prévu notamment dans le cadre du rehaussement d'un certain nombre d'objectifs de la part des pays au fur et à mesure des prochaines COP. Mais il y a également d'autres acteurs qui commencent à jouer un rôle important, et donc notamment les acteurs économiques privés, les entreprises, qui commencent à jouer également un rôle dans la volonté de réduire aussi leurs émissions et donc quelque part de contribuer à la réduction des émissions liées à plusieurs territoires. Si on prend le cas français que vous avez sur la droite de ce graphe, on voit aussi que dans la stratégie nationale bas carbone, qui est un peu la réponse à ce cadre des accords de Paris, on se rend compte que ce sur quoi on devrait aller pour 2030, on n'y est pas non plus. On y est seulement sur 2 sous-éléments, mais il y a besoin d'aller encore plus loin sur tous les sujets, que ce soit transport, bâtiment ou agriculture. Et c'est un peu tout l'enjeu de, des politiques qui sont en cours d'élaboration, mais également de l'augmentation des engagements de la part des acteurs privés qui eux aussi vont peut-être pouvoir jouer un rôle, alors qu'il ne peut pas être le seul, mais qui va pouvoir apporter en tout cas une pierre, une contribution à ces réductions-là. Next. Donc le contexte français, pour revenir rapidement sur la stratégie nationale bas carbone,
aujourd'hui telle qu'elle existe, elle dit tout simplement deux choses. Elle dit qu'en gros, en 2050, on va arriver à une neutralité carbone, au sens territorial du terme, donc un équilibre entre ce qui est émis et ce qui est séquestré. Elle dit aussi qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre en 2030 de 40% par rapport à 90. Ça, c'est quelque chose qui va devoir être réévalué, puisque il y a peu, en fait, au niveau européen, on a formellement accepté le fait qu'il fallait réévaluer cette augmentation de la réduction, enfin cette réduction, on va dire, et arriver à moins 55% en 2030 par rapport à 90. Donc ça, la stratégie nationale bas carbone, qui pour l'instant n'est pas encore suffisamment outillée pour pouvoir atteindre l'ambition des 40%, bah, on est en train de dire qu'en fait, il ne faut pas aller à 40, mais même à 55%. Donc ça veut dire qu'on doit aller encore plus loin, alors que sur 40, on n'est pas encore réussi à y aller. Donc ça pose déjà un gros sujet de contexte. Le deuxième point, c'est quand même que la France a la volonté d'être pionnière dans un certain nombre de chantiers qui sont associés au climat. On a parlé de plan de relance vert qui fait un peu écho au Green Deal européen. Il y a ce plan hydrogène bas carbone qui commence aussi à se montrer ambitieux. Il y a un projet de loi climat et résilience qui est en cours d'évaluation au niveau du Sénat et qui va probablement repasser au niveau de l'Assemblée nationale courant cet été. Et on aura sans doute des nouvelles en septembre, qui est un peu un héritage de notamment la Convention climat qui a eu lieu, la Convention citoyenne. Euh, Malgré tous ces éléments, qui sont plutôt positifs, le constat qu'on fait, c'est que finalement, au sein de la stratégie nationale bas carbone qui définissait un certain volume de CO2 qu'on appelle budget carbone, qu'il fallait pas dépasser, on se rend compte qu'en 2015-2018, il a quand même été dépassé. Du coup, on a décidé de revoir à la hausse le fait qu'on pouvait mettre un peu plus entre 2019 et 2023 pour baisser seulement ensuite. Donc ça va pas forcément dans le bon sens. Et pourtant, en parallèle, on se rend compte qu'au niveau des acteurs économiques privés, là aussi, il y a quand même une prise de conscience de plus en plus forte de ces questions-là. Et on se rend compte tout simplement, et ça c'est peut-être quelque chose qui est peu connu en France, que la France est le deuxième pays le plus dynamique en matière de contribution à des projets pour le climat, puisque l'année dernière, on a eu 10 millions de tonnes de CO2 qui ont été compensées, donc soit via du CO2 évité, soit séquestré, et qui a été compensé dans le monde. Et donc c'est le deuxième pays le plus dynamique après les États-Unis. Next. Alors, bah, la maturité croissante des entreprises françaises, en tout cas, et aussi européennes, on pourrait dire, elle est évidente. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on calculait à peine, on essayait de réduire comme on pouvait en regardant de ci, de là. Et puis, éventuellement, pour ceux qui vraiment avaient envie d'aller jusque-là, il y avait la volonté d'aller, pourquoi pas, sur une compensation. Ça s'est quand même beaucoup plus structuré depuis quelques années. On est vraiment rentré dans une logique de stratégie pure, dans lequel il y a du calcul, évidemment, objectif. Il y a également des définitions d'objectifs de réduction qui sont challengées de manière indépendante. Vous avez notamment l'initiative Science Based Target qui fait ça, par exemple, même si c'est pas la seule. Vous avez de plus en plus l'accent sur la réduction atteinte et pas juste l'engagement à la réduction future qui est mis en avant dans un certain nombre de cadres. Vous avez un financement de l'action climatique qui existe avec le soutien, la contribution à des projets un peu partout dans le monde, mais aussi qui commence à être local. Et puis vous avez aussi ce volet communication qui lui peut-être mériterait encore un peu plus de maturité de la part d'un certain nombre d'entreprises parce que c'est quand même un volet important une fois qu'on a mis en place toute la stratégie derrière, puisque ça permet quand même de refléter ce qui a vraiment été fait et peut-être de modérer parfois certains excès d'enthousiasme qui pourraient être mal interprétés. Mais donc aujourd'hui, on parle vraiment du financement de l'action climatique, donc au sens en gros, je vais contribuer à des projets qui vont pouvoir capter ou éviter des émissions de CO2 dans mon périmètre, éventuellement dans ma value chain ou au-delà. Et ça, cette demande-là, donc qui est quand même très présente aussi sur le marché français, elle est en train de se structurer, de nous challenger avec un certain nombre de critères qui commencent à revenir de plus en plus. Il y a des critères de type, par exemple, bah, je souhaite contribuer à des projets qui séquestrent et qui ne font pas que éviter. Alors, on a besoin aussi de projets qui évitent encore aujourd'hui, mais on sait très bien qu'au fur et à mesure des années, le focus se fera de plus en plus sur le fait d'aller retirer du gaz à effet de serre de l'atmosphère et pas juste éviter par rapport à un scénario théorique. Il y a la volonté de contribuer aussi à des projets qui sont crédibles. C'est très important pour les entreprises aujourd'hui qui finalement s'engagent au-delà de leur propre périmètre, que les projets auxquels elles contribuent soient des projets qui soient crédibles, qui soient de qualité, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans juste une simple logique de prix, et qui soient pourquoi pas innovants, parce que là aussi il y a la volonté d'aller finalement actionner un peu tous les leviers possibles en matière de lutte contre le changement climatique. On nous demande de plus en plus aussi des retours sur les co-bénéfices associés à ces projets, c'est-à-dire qu'on ne parle pas que de CO2 évité et c'est tout. On s'intéresse de plus en plus à la localisation, au contexte de ce projet, à tout ce qu'il peut apporter derrière en matière
de co-bénéfices qui sont environnementaux, mais pas que, ça peut être aussi sociaux et sociétaux. Donc il y a beaucoup à dire sur ces différents projets. On a aussi des entreprises qui s'engagent de plus en plus dans le long terme, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans j'achète des crédits carbone que j'annule en one shot de manière ponctuelle, mais on est vraiment dans des partenariats de long terme sur plusieurs années avec différents porteurs de projets et puis également avec la volonté, pourquoi pas, de déclencher de nouveaux projets qui est de zéro. Et ça, on est capable justement d'accompagner ces entreprises-là sur ces sujets. Et puis, on nous demande de plus en plus aussi le fait de vouloir privilégier un impact local. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible partout, mais qui est possible en France depuis quelques temps, depuis un peu moins de 2 ans, et qui s'appelle le label bas carbone, et qu'on va tout de suite présenter. Next. Donc ce label bas carbone, il est adopté depuis 2019. C'était vraiment un outil complémentaire à la stratégie nationale bas carbone. C'est vraiment le premier cadre de certification reconnu en France en matière de compensation volontaire, donc contribution à des projets locaux qui ont du sens. C'est un cadre national qui s'appuie finalement un peu sur tout l'historique aussi des cadres internationaux qui existent quand même déjà depuis une quinzaine d'années et qui se sont améliorés au fur et à mesure. Et finalement, le label bas carbone a pu construire un certain nombre d'axes qualitatifs sur ces sujets. Donc, il y a le côté éligibilité, le fait que les projets doivent être évidemment additionnels. On parle de méthodologie, donc il y a quelque chose qui cadre à chaque fois le type de projet. Et il y a toujours une vérification par un tiers indépendant, donc on n'est pas juste dans je plante un arbre et puis je verrai après. Il y a toujours la vérification sur le terrain. Euh, Next. Et ensuite, donc les secteurs. Alors les secteurs, historiquement, c'était facile de commencer par la forêt, l'agriculture, sur lequel il y a également des méthodologies internationales qui existent. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des méthodologies un peu plus innovantes qui commencent à être élaborées, qui devraient sortir dans les prochains temps, notamment pourquoi pas contribuer à des projets de rénovation énergétique dans les bâtiments, de réemploi de matériaux de construction. Le périmètre, lui, c'est définitivement la France, donc ça veut dire que en gros, ça n'est accessible que pour les entreprises qui sont en lien avec la France, qui sont basées en France et qui veulent faire de la compensation en France sur des projets français. Ça n'a rien à voir avec évidemment le système de quota carbone européen. Et sur les prix et les volumes, pour vous donner un ordre de grandeur, on est entre 20 et 60 euros la tonne de CO2 parce qu'il y a plein de projets différents, donc les prix derrière peuvent effectivement fluctuer pas mal. Et on est sur une centaine de projets. Je crois qu'il y a 101 projets qui est aujourd'hui dans le registre qui est hébergé sur le site du ministère de l'Environnement, hein, du label bas carbone. Et ça représente à peu près 100 000 tonnes de CO2 tout cumulé. Et si on rajoute un certain nombre d'autres projets qui ne sont pas forcément encore enregistrés sur le registre, on arrive probablement autour des 200 000 tonnes de CO2 qui sont, enfin, slash crédit carbone, je dirais, qui sont disponibles sur ce registre. Et next. Et donc, tout ce cadre-là, avant de vous présenter de manière plus large ce marché volontaire, comment il fonctionne et le label bas carbone, comment il se positionne par rapport à tout ça, euh, je voulais juste vous parler rapidement de ce concept de neutralité carbone qui est forcément un peu lié à ça, puisqu'on a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent à la neutralité carbone et qui le font en fait en déployant toute une stratégie dans laquelle il y a le financement de projets pour le climat, qu'ils soient locaux ou globaux. Ça, c'est un concept, en gros, la neutralité carbone, qui existe quand même déjà depuis 2000, même avant 2014, mais qui a été réévalué en 2014 avec un document. C'est le seul document indépendant qui existe aujourd'hui et qui a été validé et qui définit ce qu'est la neutralité carbone d'une entreprise. C'est le PAS 2060. C'est une norme anglaise. Le problème, c'est que c'est un peu vieux. Que à l'époque les accords de Paris n'avaient pas eu lieu, les Science Based Targets n'existaient pas, donc c'est quelque chose qui mérite d'être renouvelé. Et c'est pour ça que depuis, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours. Vous avez une norme ISO qui est en cours de développement sur ce que va être la neutralité carbone. Donc, la France fait partie de ce groupe de travail sur la norme ISO. Et pour info, il y a déjà un premier brouillon, un premier draft qui est disponible et pour commentaire, donc il n'est pas encore public. Ça sera publié en 2023. Vous avez les Science Based Target aussi, qui propose aussi une autre initiative sur la manière d'évaluer ce que serait plutôt le concept de net zéro par rapport à la neutralité carbone. Euh, toutes ces choses-là, pour l'instant, évaluées en parallèle, mais elles devraient converger quand même à terme. Au niveau français, vous avez quelques initiatives privées, notamment de Carbone 4, hein, nos Carbone 4, qui eux ont fait des net zéro initiatives, mais qui dit finalement pas grand-chose d'autre que vous pouvez réduire sur votre périmètre, vous pouvez mettre des produits ou des services sur le marché qui vont contribuer à éviter, et vous pouvez contribuer à des projets à l'international hors de votre scope, enfin national ou international. Donc c'est juste une autre manière de catégoriser les choses. Vous avez l'ADEME qui s'est positionné récemment aussi sur la neutralité carbone, en disant que finalement une entreprise ne pourrait peut-être pas se dire neutre en carbone, mais qu'elle contribue à la neutralité carbone d'un territoire. Ça, c'est une position qui pour l'instant reste à nuancer,
qui est en fait essentiellement lié à la volonté de limiter le concept de neutralité carbone à sa dimension physique, qui elle effectivement ne peut être que à l'échelle d'un territoire. Vous avez d'autres pays, par exemple, sur lesquels on n'a pas ce débat sémantique-là et qui considèrent que bah non, neutralité carbone est entreprise. C'est juste que c'est pas la dimension physique, c'est une dimension plus conceptuelle, business, dans laquelle on raccroche par contre un certain nombre de concepts, enfin de réalité physique et d'engagement concret. Et bah, peut-être la meilleure manière de le matérialiser, vous avez également l'ONU, en fait, UNFCCC, qui a sorti des nouvelles guidelines sur ce que c'était la neutralité carbone ou climat d'une entreprise et qui vous explique justement comment ça se décline de manière physique, tous ces engagements de neutralité carbone d'entreprise et qui vous dit, voilà, vous devez mesurer, réduire, contribuer. J'utilise le terme de contribuer, donc finalement, cette logique de contribuer à des projets, c'est pas que franco-français. Et voilà, je vous engage éventuellement à aller les voir aussi là-dessus. Ça permet de se rendre compte que finalement, le concept de neutralité carbone d'entreprise, au-delà du débat sémantique, finalement, c'est quand même quelque chose qui converge fortement. Et donc, bah, sur cette neutralité, il y a évidemment la question du marché volontaire. Et ça, je vais laisser Héloïse vous présenter plus en détail. Merci Mathieu. Est-ce qu'on pourrait passer à la prochaine slide? Merci. Donc concrètement, comment est-ce que les entreprises françaises peuvent-elles agir et suivre la séquence recommandée dont Mathieu a parlé, qui est de éviter, réduire, compenser ou contribuer, peu importe le terme. Donc une fois vos émissions calculées, évitées et réduites, vous pouvez ainsi passer à l'action et investir dans des projets d'action climatique en France et ailleurs. Et donc c'est à ce moment-là qu'il est intéressant de se pencher sur l'empreinte carbone des entreprises françaises et de voir le potentiel du label bas carbone en termes de séquestration ou d'évitement d'émissions de gaz à effet de serre en France. Donc une étude publiée cette année, en 2021, a montré que les émissions combinées des 25 multinationales françaises les plus polluantes étaient de 3,5 milliards de tonnes de CO2 équivalentes en 2019, soit environ 8 fois les émissions territoriales françaises qui étaient de 438 millions de tonnes de CO2 équivalentes en 2020. Or, il existe aujourd'hui une centaine de projets label bas carbone, comme l'a dit Mathieu, qui, sur leur durée de vie, donc sur les 30 prochaines années plus ou moins, vont éviter ou séquestrer entre 100 et 200 000 tonnes de CO2 équivalent. Donc clairement, même si les entreprises françaises réduisent leurs émissions avant de compenser ou contribuer, l'offre française restera toujours très limitée. D'où l'importance du marché volontaire international qui prend de plus en plus d'ampleur et aujourd'hui présente une disponibilité de crédit carbone, donc un potentiel de séquestration ou d'évitement d'environ 400 millions de tonnes de CO2 équivalentes. Et ça, c'est sans compter tous les projets qui sont en cours de développement et les projets à venir qui sont en train de développer dans le futur. Donc ce chiffre augmente de manière considérable chaque année. Next, merci. Donc, comme Mathieu l'a dit précédemment, il n'y a pas de standard à l'échelle européenne, mais plutôt il y a plusieurs standards nationaux en Europe et des marchés nationaux en Europe qui se développent, donc comme le label bas carbone dont il a parlé. Donc, par exemple, au Royaume-Uni, on a le Woodland Carbon Code qui a été créé en 2011, qui permet aux entreprises qui ont une empreinte carbone au Royaume-Uni, donc pas seulement des entreprises britanniques, de contribuer à des projets de reboisement en Écosse et en Angleterre. Mais encore une fois, c'est une question de capacité. Si on peut retourner à la slide précédente. Merci. L'offre des crédits carbone européens restera limitée et ne pourra jamais satisfaire une demande des entreprises européennes en Europe. D'où vraiment l'intérêt des marchés internationaux, qui d'ailleurs est établi depuis assez longtemps. Et il existe plusieurs standards internationaux qui sont approuvés par une association qui s'appelle ICROA, donc la International Carbon Reduction and Offset Alliance, que vous voyez à droite, c'est une association qui fait la promotion des meilleures pratiques en termes de compensation et en termes de développement de projets d'action climatique. Donc on a 3 standards internationaux qui sont reconnus, qui ont développé de nombreux projets, des milliers de projets, surtout dans des pays en développement de toute technologie. Donc on a en premier le Gold Standard ici, on voit ensuite le Verified Carbon Standard, et en troisième, l'icône que vous voyez, c'est Climate, Community and Biodiversity Standard. Donc c'est pour des projets qui ont vraiment une importance, qui misent vraiment sur l'impact à l'échelle locale, au niveau des communautés, des co-bénéfices et de la biodiversité.
Donc, vous connaissez peut-être déjà ces standards internationaux si vous contribuez ou compensez vos émissions déjà à l'international. Next. Et il est important de savoir que le label bas carbone, dont on a parlé, a été créé en 2019, donc il y a très peu de temps. Et tous les standards européens, ainsi que le Modeling Carbon Code, par exemple, restent assez jeunes. Et en fait, le marché volontaire du carbone, il date d'une vingtaine d'années. Il date depuis la signature du protocole de Kyoto. Donc, ce protocole a été signé en 1997. C'était un des premiers accords climatiques, donc bien avant l'accord de Paris de 2015. Et ce protocole de Kyoto est important parce que pour la première fois, 38 pays développés ont accepté de réduire leurs gaz à effet de serre, donc leurs émissions territoriales, en finançant des projets d'action climatique dans des pays en développement. Et c'était à travers un marché qui s'appelle le mécanisme de développement propre, ou Clean Development Mechanism en anglais, qui a établi de nombreuses normes, de méthodologies et d'outils afin de certifier et valider tous ces projets d'action climatique. Il a aussi souligné l'importance que chaque projet d'action climatique doit être validé, vérifié par un auditeur externe afin d'émettre des crédits carbone. Et c'est donc dans cette continuité, dans cette veine que s'inscrivent tous les nouveaux labels, les standards européens, comme le label bas carbone, afin que n'importe quelle entreprise en France et à l'étranger participe aussi à ce mécanisme de marché qui prend aujourd'hui vraiment de plus en plus d'ampleur. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que tous ces standards plus récents à l'échelle nationale ou régionale suivent les mêmes exigences qui ont été développées historiquement lors du mécanisme de développement propre. Et donc tous les projets internationaux s'établissent autour de 6 principes et tous les standards nationaux, donc le label bas carbone par exemple, donc ces standards européens s'appuient aussi sur ces mêmes principes robustes qui ont été testés depuis une vingtaine d'années. Et ces principes sont endossés par ICROA, et donc chaque projet d'action climatique doit être véritable. Donc concrètement, ça veut dire que l'évitement ou la séquestration du gaz à effet de serre a réellement eu lieu. Le projet doit être additionnel, c'est-à-dire que typiquement, sans le financement des crédits carbone, donc sans l'argent qui est lié à la vente des crédits carbone, ce projet n'aurait pas lieu et le projet doit aller au-delà des exigences régionales, nationales, réglementaires. Chaque projet est quantifiable, c'est-à-dire qu'on utilise une méthodologie reconnue par le standard pour vraiment montrer en quoi le projet contribue à une réduction ou à une séquestration de gaz à effet de serre. Chaque projet est vérifiable et vérifié par un auditeur expert qui est reconnu par ICROA et aussi par les standards, et qui est un expert ou une experte dans le cadre dans lequel le projet est développé, donc que ce soit les énergies renouvelables, le reboisement, etc. Le projet est permanent, c'est-à-dire que les évitements de gaz à effet de serre ou la séquestration est permanente au moins sur la durée de vie du projet. Et pour des projets forestiers et agricoles, ça peut aller jusqu'à 100 ans. Et en dernier, et très important, c'est que chaque crédit carbone, donc chaque émission qui est réduite ou séquestrée, est unique et ne peut qu'être vendue une seule fois à un seul parti. C'est-à-dire qu'une fois qu'une entreprise annule ou qu'un individu annule ce crédit carbone, il ne peut pas être revendu, donc il n'y a pas de double comptage. Alors, une petite enquête pour vous. Combien de tonnes de CO2 équivalentes ont été évitées ou séquestrées en 2020 sur le marché volontaire? Donc concrètement, combien de tonnes de CO2 ont été vendues? Donc A, 95 millions, B, 10 millions ou C, 500 millions. Je vous laisse voter. Et la réponse était de A, 95 millions, comme 83% d'entre vous ont trouvé. Donc ce graphe illustre vraiment l'évolution du marché volontaire du carbone
Et on voit qu'il y a vraiment un marché qui est en pleine expansion et que la demande des crédits carbone en millions de tonnes de CO2 équivalentes, donc évitées ou séquestrées, augmente chaque année, et ce depuis 2016-2017 au moins. Donc si on regarde par exemple entre 2018 et 2020, donc l'an dernier, on passe presque du simple au double en termes de crédits carbone qui ont été vendus aux entreprises partout dans le monde, à l'international. Et ça, c'est dû vraiment à une attention du public renforcée en termes de changement climatique et au nombre croissant d'entreprises qui s'engagent vraiment à agir pour le climat aujourd'hui et non demain, en investissant dans des projets d'action climatique partout dans le monde. Et si on regarde aussi en vert, on remarque aussi vraiment une demande à la hausse pour les projets forestiers d'agriculture, ce qu'on appelle en anglais souvent nature-based, donc les solutions naturelles. Next. Et finalement, si on regarde plutôt l'évolution anticipée du marché et non l'évolution historique, on remarque vraiment que la demande et les prix anticipés vont vraiment augmenter de manière très importante dans les prochaines décennies à venir. Et on remarque ça aujourd'hui même chez nous à South Pole. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus de demandes et on voit aussi que les prix augmentent de manière assez constante. Donc, une enquête qui a été menée par la Task Force on Scaling Voluntary Carbon Markets en septembre 2020 a montré que le marché pourrait atteindre 3,6 milliards de tonnes de CO2 équivalentes, donc évitées ou séquestrées, d'ici 2050, avec un prix de 54 $ américains. Et il y en a d'autres qui estiment que ce marché pourrait même atteindre 7 milliards de tonnes de CO2 équivalentes d'ici 2050. Mais peu importe, une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, la demande augmente et les prix augmentent de manière considérable. Et dans cette prochaine partie, Adeline va vous parler des projets en plus de détails. Bonjour à tous. Donc, avant de vous présenter les différents types de projets, j'aimerais d'abord vous parler des différents types d'émissions de CO2. Donc, vous avez direct une question pour vous. Laquelle de ces techniques ne permet pas la séquestration de CO2? Donc, vous avez soit la reforestation, l'agriculture régénérative, le carbone bleu, les énergies renouvelables. Très bien. En effet, il y a peut-être une petite notion qui n'est pas très bien captée, mais en effet, ce sont les énergies renouvelables. Le carbone bleu séquestre des émissions. Donc, pour 77% des participants, vous avez bien sélectionné. En effet, il est important de faire la distinction entre les émissions évitées et les émissions séquestrées afin d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc, d'une part, les émissions évitées sont les activités humaines qui évitent ou réduisent les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un scénario de référence. Donc, vous avez des exemples ici, donc la protection des forêts, des sols, des énergies renouvelables, etc. Pardon, j'ai dit une bêtise. Donc, le carbone bleu, ce n'est pas de séquestration, c'est en effet des émissions évitées. Donc, désolé, c'était la question, les émissions séquestrées. Mais bon, d'autre part, les émissions séquestrées sont des activités humaines qui retirent du CO2 de l'atmosphère et le stockent durablement. Lorsqu'un écosystème capte davantage de CO2 qu'il n'en émet dans l'atmosphère, on dit qu'il est un puits carbone. Et ces émissions séquestrées incluent le renforcement anthropique des puits biologiques ou géochimiques, ainsi que le captage et le stockage direct. Mais elles excluent l'absorption naturelle de CO2, qui n'est pas directement causée par les activités humaines. Dans ce cas, nous avons par exemple donc, les océans, qui absorbent 30% des émissions de CO2 dues aux activités humaines.
Donc, quelques exemples ici d'émissions carbone qui séquestrent ces émissions. Vous avez le reboisement, l'agriculture régénérative, le biocharbon, le carbone, je vais un peu, non pas le carbone bleu, les tourbières, etc. Next. Donc, l'urgence de faire face au changement climatique est claire. Il est aussi capital que nous devons décarboniser au maximum notre société, comme l'indique la partie jaune de ce graphe, grâce à des mesures d'atténuation efficaces dans tous les secteurs, comme l'agriculture, le transport, l'industrie, etc. Il est aussi fondamental que cet objectif de neutralité carbone passe par la compensation, ici en gris, et qu'il est nécessaire en premier lieu d'éviter et de réduire le rejet des émissions dans l'atmosphère. Ça, c'est la partie verte. Nous devons aussi accroître la mise en œuvre de projets de séquestration, ici en bleu. Et tout ça qui permettra d'atteindre le but majeur de zéro émission nette en 2050. Next. Donc, comme ça a été présenté auparavant, depuis ces 15 dernières années, South Pole a développé environ 1000 projets d'action climatique certifiés. Et sur cette carte, vous pouvez voir un mini-aperçu des projets que South Pole a développés et qui sont en cours de développement à travers le monde. Donc, vous avez un projet de carbone bleu au Honduras, de restauration des forêts en Colombie, de protection des forêts au Zimbabwe, de reboisement au Kenya, d'accès en eau potable au Cambodge, solaire en Thaïlande. Et nous avons aussi quelques projets en Europe, dont 2 projets dans le secteur de l'agriculture en Allemagne, en Belgique et en France, ainsi qu'un projet dans le secteur forestier, pour ce cas en France. Donc, comme vous pouvez le constater, South Pole se concentre de plus en plus sur des solutions fondées sur la nature, appelées aussi solutions climatiques, naturelles impliquant la conservation, la restauration ou une meilleure gestion des écosystèmes pour éliminer le CO2 de l'atmosphère. Comme disait Héloïse, les Nature-Based Solutions. Next. Donc maintenant, je vais vous présenter un projet très innovant qui implique le secteur de l'agriculture. Le potentiel de conversion des terres agricoles en puits de carbone est énorme. Globalement, la matière organique du sol contient près de 4 fois plus de carbone que l'atmosphère ou la végétation terrestre. Les bénéfices à accumuler plus de carbone dans nos sols grâce à des techniques appelées agriculture régénérative sont très nombreux, incluant bien sûr la réduction des émissions de CO2, mais aussi l'amélioration de la sécurité alimentaire, la création d'une résilience face au changement climatique et ainsi de minimiser l'impact sur la biodiversité. Ce projet spécifique est développé en France et en Belgique et permet aux agriculteurs d'être récompensés pour mettre en place des pratiques régénératives qui incluent par exemple la réduction du labour jusqu'à totale élimination, l'application de couverts végétaux, la réduction de l'utilisation des engrais et des pesticides synthétiques, et la liste peut être plus longue. Ce projet permet déjà la participation de 150 agriculteurs en 2020 et cible 900 agriculteurs de plus en 2021, et ainsi de suite durant les 20 prochaines années. Il a été validé par un auditeur indépendant en mars dernier sous le standard ISO 14064 et notre objectif est de le faire évoluer en projet VCS de Verra, car comme nous l'avons vu, ce standard est le leader sur le marché volontaire et il est plus reconnu et la demande de ce type de crédit est plus importante. Next. Cette diapo illustre un autre projet dont nous avons conseillé BIC et le Centre national de la propriété
forestières, CNPF, dans la mise en place du projet de boisement et de reconstitution de châtaigniers dépérissants en France. Ce projet se situe en Ille-et-Vilaine, à Langon, à 60 km de Rennes. Donc il met en valeur les essences forestières adaptées au contexte pédoclimatique, incluant les chênes sessiles, des chênes pédonculés et des chênes sessiles en mélange avec alisier terminal. Et ça, ce projet est sur une surface de 2,3 hectares. Ce projet aussi, en plus de ses bénéfices socio-économiques, de préservation des sols, d'amélioration de la biodiversité et la préservation de l'eau, il permet la séquestration d'environ 400 à 500 tonnes de CO2 équivalent sur l'ensemble des 30 prochaines années, et il sera certifié label bas carbone. Donc, comme je vous ai présenté, il y a une urgence à agir, comme nous avons présenté, on peut dire, pour le climat, et toutes les mesures possibles sont nécessaires à prendre pour réduire, éviter et séquestrer les émissions de gaz à effet de serre. Ceci passe par des solutions climatiques naturelles, comme l'agriculture régénérative, qui permet des projets super innovants qui engendrent des bénéfices remarquables pour la planète, l'accroissement de la biodiversité et pour nous, d'avoir de meilleurs produits qui atterrissent dans nos assiettes. Donc, je vous ai présenté aujourd'hui 2 projets que nous avons développés et accompagnés. Il est important de souligner que de plus en plus d'organisations sont intéressées et souhaitent avoir un réel impact et veulent agir à la préservation de notre territoire en devenant acteurs d'un changement positif. Toutefois, le marché volontaire du carbone en Europe est relativement récent, comme on l'a vu aussi, et les méthodologies sont en cours de discussion et de développement, et South Pole contribue activement à sa formation en développement et aussi en développant des méthodologies et même en participant à des groupes de travail. Merci pour votre écoute et je passe la parole à Juliana. Super, merci beaucoup Aline pour cette présentation. Donc, je ne vais pas redire ce que tu as dit, mais je voulais juste mettre l'accent qu'aujourd'hui, après la prévention et la réduction des émissions, face à l'inaction aujourd'hui qu'on voit, je pense que c'est très important de contribuer au projet carbone parce que ça permet non seulement de mettre un prix sur ces émissions, de dire voilà, aujourd'hui, pour nous, c'est important, ça coûte de l'argent, donc ça incite les entreprises en amont à réduire. C'est important aussi pour contribuer au développement des pays émergents, le développement durable, parce qu'aujourd'hui, là, on met l'accent sur l'Europe, mais il y a plein de pays et c'est un problème international, il va falloir trouver une solution internationale. Donc voilà, contribuer à des projets internationaux, ça permet aussi de développer des projets pour le développement durable, par exemple en Éthiopie, au Zimbabwe et compagnie. Et finalement, et comme l'a dit Mathieu dans la première partie, on parle de projets d'action climatique, mais aussi en fait fondamentalement aussi des projets qui ont un impact positif sur l'environnement de manière générale, que ce soit à travers la préservation de la faune ou la flore, l'assainissement des sols, de l'eau, et il y a toujours aussi, chez South Pole, c'est quelque chose qui est très important pour nous, l'impact aussi social, donc l'engagement des communautés, l'éducation, la formation, le plein emploi. Donc voilà, je voulais juste mettre l'accent dessus. On va ouvrir le panel pour des questions. Juste, next, Ramona, s'il te plaît. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et moi, je vais les lire aux intervenants. Je vais rapidement regarder si on a une question. Une petite question déjà, c'est pour biocharbon, est-ce qu'on veut dire biochar ou est-ce que c'est la même chose? Peut-être que Héloïse, tu as un élément de réponse à cette question? Oui, tout à fait. Le biocharbon, c'est le biochar en fait. Donc, c'est la biomasse qu'on pyrolyse, donc c'est-à-dire qu'on brûle à une très haute température avec très peu d'oxygène. Et en fonction de ce qu'on brûle, le résidu, c'est-à-dire c'est comme du charbon, mais c'est du biocharbon qui est très très concentré en carbone, donc c'est 80% de carbone. Et ensuite, ce biocharbon, on peut l'appliquer dans les sols, en milieu d'agriculture, on peut aussi le stocker dans des matériaux de construction. Et c'est vraiment une méthode qui stocke le carbone sur le très long terme, donc sur des centaines, voire encore plus d'années. Et donc, c'est un très bon projet, enfin un très bon mode de séquestration de CO2.
Super, merci. Une autre question, quelles sont les méthodes label bas carbone aujourd'hui sur les déchets? Est-ce que Mathieu, tu pourrais nous éclairer là-dessus? Alors oui, ça va être rapide. Pour l'instant, ça n'est pas encore validé. Il y a effectivement des méthodes qui sont en cours de développement aussi sur la thématique déchets, notamment tout ce qui est économie circulaire. Mais voilà, en cours de développement et pas encore en cours de validation. Super, merci. Une question très pertinente, et puis il y a une petite confusion, mais est-ce qu'on peut préciser la définition de carbone bleu? Héloïse, peut-être une question pour toi. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il y a eu un peu de confusion, je pense. Alors, tout ce qui est carbone bleu, ce sont des projets de protection forestière, mais les projets ne sont pas des forêts sur la terre, mais plutôt dans l'eau, donc dans la mer, dans les rivières, etc. Donc en anglais, on parle de mangroves. En français, je crois que c'est les palétuviers. Et en gros, c'est pour préventer la déforestation de ces territoires qui sont super importants, puisque les palétuviers séquestrent entre 4 et 8 fois plus de carbone que les forêts sur Terre, donc une forêt traditionnelle. Donc d'un côté, oui, ils captent du CO2, ils séquestrent du CO2 puisque ce sont des écosystèmes naturels, donc qui poussent et qui, dans leur biomasse, en poussant grâce à la photosynthèse, séquestrent du CO2. Mais d'un point de vue de projet d'action climatique, on le quantifie surtout en termes d'évitement. Donc en termes d'évitement de CO2, en termes d'évitement de déforestation. Donc c'est pour éviter la déforestation, vraiment. Super. On a une autre question sur le carbone bleu qui est liée à ce que tu viens de dire, mais peut-être que Héloïse, tu peux nous donner un exemple concret pour qu'on ait une idée. Existe-t-il aujourd'hui des projets carbone bleu qui incluent aussi des activités de séquestration? Alors, d'après les méthodologies avec lesquelles moi je suis familière, donc surtout sur les standards internationaux, donc notamment le Verified Carbon Standard, donc le VCS qui est le standard principal à l'international qui représente 60% de la part de marché en termes de projets développés. Les projets carbone bleu sont surtout des projets d'évitement, donc évitement de CO2. Après, est-ce qu'il y a d'autres standards à l'international qui les quantifieraient d'un point de vue de séquestration? Peut-être, mais en tout cas pas ceux qui sont développés par le VCS aujourd'hui, de ce que je sais. Une question pour toi, Mathieu, j'imagine. Qu'est-ce qui explique l'écart de prix entre 20 et 60 euros la tonne pour les projets label bas carbone? Alors, pour l'instant, c'est cette gamme de prix-là parce que ça couvre finalement deux grandes catégories qui sont à la fois les forêts et l'agriculture. Et en fait, au sein même des forêts, on a déjà cet écart entre 20 et 60. C'est tout simplement lié au fait que un projet forestier, en fonction de l'endroit où il est, du type de sol, du type d'essence, du type de climat, ça pousse plus ou moins vite. Et sur 30 ans, avec des espèces conifères dans les Landes, ça pousse très vite et on arrive à avoir des prix autour de 20 à 25 euros. Et quand on est sur du feuillu qui pousse moins vite et dans un contexte moins productif, on peut avoir finalement 2 fois moins voire 3 fois moins de CO2 séquestré sur 30 ans pour les mêmes coûts de mise en œuvre finalement. D'accord. Et j'ai encore une question pour toi, Mathieu, de la part de l'audience. Est-ce qu'il est vrai qu'il ne faut pas déduire les émissions évitées des émissions comptabilisées dans le bilan carbone? Oui, oui, il faut jamais déduire quoi que ce soit généralement dans le bilan carbone. En gros, c'est toujours une vision complète de où est mon impact, et puis après, quelque chose qu'on peut tout à fait valoriser, mais à côté, de finalement combien je peux, via mon activité, contribuer à éviter, selon un scénario sur lequel il faut être hyper robuste et transparent. Mais donc, on ne fusionne jamais l'ensemble pour finalement avoir une photo complète. On regarde d'un côté l'impact et de l'autre ce qu'on contribue à éviter. Et pareil avec la compensation d'ailleurs, même si la question va pas jusque-là, on ne déduit jamais les émissions compensées d'un bilan carbone. C'est toujours quelque chose en plus. Le but étant d'arriver à un équilibre à la fin. D'accord, super. Mathieu, tu es très sollicité. Il y a une question encore pour toi. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'estimer le potentiel de volume des projets label bas carbone d'ici 5 à 15 ans? Comme on l'a fait, par exemple, là, aujourd'hui, on a présenté une estimation pour le projet, pour le marché volontaire international. Quelles sont, toi, tes prédictions pour le marché des labels bas carbone? Alors, prédiction, j'irai pas jusque-là. Mais ce que je peux dire, en tout cas, c'est que en l'état, si on avait que les deux méthodologies actuelles, enfin les deux, trois méthodologies actuelles, on n'aurait pas un potentiel exponentiel puisqu'on serait très vite limité aux contraintes territoriales.
Après, le fait de pouvoir commencer à contribuer de manière positive sur d'autres secteurs, d'autres manières finalement d'éviter du CO2 à travers la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, c'est un potentiel énorme. Donc après, la question, c'est jusqu'où un projet va être considéré comme étant éligible dans le label bas carbone et à partir de quand finalement c'est tout simplement une action qui aurait eu lieu parce que dans la réglementation, il y aura l'obligation de le faire aussi. Donc il y a ce côté additionnalité qui va jouer et qui fait que je suis pas capable de répondre de manière claire à cette question parce que je ne sais pas où le curseur ira exactement par rapport à ça. Mais voilà, le fait qu'on va diversifier les champs d'action fait qu'on va augmenter un petit peu quand même ce potentiel de CO2 évité ou séquestré dans le label bas carbone. Top. Une question, je pense du coup, plus poser Héloïse cette fois. Quel intérêt de développer un projet de séquestration par rapport à l'achat de crédits carbone conventionnels, j'imagine? Alors, il est vrai que traditionnellement, la part des projets d'action climatique qui ont été développés historiquement sont des projets d'évitement ou de réduction de gaz à effet de serre et pas de séquestration. Mais le but ultime, vraiment, dans notre stratégie globale à l'échelle planétaire pour atteindre net zéro émission, donc zéro émission nette de carbone, il nous faut des puits de carbone, donc il nous faut des projets de séquestration pour atteindre cet objectif. Mais toutefois, il ne faut pas négliger non plus les projets d'évitement et de réduction de carbone qui sont aussi très importantes, comme protéger les forêts. Parce que par exemple, on sait que protéger les forêts primaires partout dans le monde, donc en Amazonie, etc., c'est vraiment plus important que de reboiser d'autres endroits pour créer d'autres forêts. Donc il faut en premier temps protéger ces forêts et donc investir, contribuer à des projets d'action climatique de réduction en premier lieu et aussi de séquestration en parallèle pour atteindre le zéro émission nette à l'échelle globale, vraiment. Merci. Une autre question pour Mathieu. Comment comptabiliser ces réductions via le label bas carbone dans sa stratégie de compensation? Ça, c'est une bonne question. Très bonne question parce que le label bas carbone n'a que 2 ans et la vérification du CO2 évité ou séquestré par un projet de label bas carbone a lieu au bout de 5 ans. Donc je crois que il y a eu des initiatives un peu avant 2019 de projets pilotes qui commencent à arriver sur ces 5 ans-là à peu près, mais il n'y a pas eu vraiment de vérification pour l'instant qui ont été faites. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui parfois utilisent ce tonne de CO2 qu'on anticipe comme étant évité ou séquestré par le projet et qui les déduisent du volume à compenser et qui compensent après et qui contribuent à côté avec des projets internationaux pour finalement avoir le package complet. Donc certaines font ça, mais c'est soumis à risque parce qu'après derrière, il faut que dans la vérification, ça soit aligné par rapport à ce qui avait été anticipé. Le CRPF, CNPF a tendance à être un peu positif là-dessus en disant de toute façon que justement l'audit, il est là pour rééquilibrer les choses et finalement remettre des mesures pour arriver au niveau qui était anticipé au départ. Donc normalement, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Il faut voir aussi que le mécanisme du label bas carbone anticipe le fait que certains projets n'iront peut-être pas jusqu'au bout des 30 ans et donc c'est pour ça que par rapport à un volume de CO2 qu'on estime éviter ou séquestrer par un projet, il n'y en a que 80% en fait qui sont convertis sous forme de crédit carbone. Les 20% restants sont là un peu pour contribuer à un fonds de garantie complet sur l'ensemble des projets pour dire si ce projet-là va pas jusqu'au bout, quelque part le CO2 il a quand même été évité ailleurs sur un projet qui serait allé un peu plus loin, au terme de ces 30 ans, voire même au-delà. Donc il y a quand même des mécanismes de conservation derrière, mais bon, ça reste risqué. Je sais par exemple qu'en Angleterre, on attend que le CO2 soit complètement vérifié pour pouvoir être utilisé comme étant un véritable crédit carbone qui puisse être déduit du volume à compenser. Et donc, si on a cette deuxième approche-là, là, on serait plutôt dans une logique de je compense tout à 100% à l'international et je commence à soutenir des projets de label bas carbone, mais je m'engage dans du long terme. Et par contre, au bout de 5 ans, sur ces projets-là, je vais pouvoir commencer à utiliser ces tonnes de CO2 évitées ou séquestrées et qui seront vérifiées. Et là, pour le coup, si elles sont vérifiées, là, il n'y a plus de controverse possible. On sait que ce CO2-là, il a bien été évité et séquestré. Mais voilà, donc c'est un peu complexe encore parce que c'est encore un peu récent. Donc dans la manière de faire, je dirais que la bonne, probablement c'est la deuxième, mais que pour l'instant, dans la réalité, il y en a encore qui restent sur la première en disant tant que de toute façon je peux pas avoir accès à des projets vérifiés, je considère ce qui a été évalué dans un premier temps. Et l'évaluation est quand même faite de manière sérieuse. Et justement, une question un peu liée sur la vérification et l'évaluation. Une question, je pense, qui serait plutôt pour toi, Adeline.
combien de temps aujourd'hui est-ce que ça prend pour développer un projet en Europe? Ça dépend en Europe, ça dépend bien sûr de quel standard a été sélectionné, quelle méthodologie, enfin quel type de projet. Après, l'idée en général pour développer par exemple un projet VCS, c'est autour de 10 mois, 12 mois. Un projet Gold Standard, c'est plus autour de 12 à 18 mois. Label bas carbone, je ne suis pas 100% sûre. Que Mathieu. L'ordre de grandeur est assez proche. Hein. Sur la belle Ouais. bas carbone, nous, on a le projet qu'on a présenté rapidement, la Probic. On en parle depuis fin d'année dernière et il va vraiment commencer à être mis en œuvre fin de cette année, puisque de toute façon, il y a des saisonnalités, on ne plante pas n'importe quand. Donc, de toute façon, entre le moment où il faut que administrativement le projet soit bouclé, vérifié, validé, Ouais. enregistré sur le registre, etc. Tout ça prend un peu de temps, donc effectivement, on n'est pas loin d'un an. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend de la technologie. Un projet d'énergie renouvelable sera beaucoup plus simple qu'un projet d'agriculture régénérative, par exemple. D'accord. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Peut-être juste une question pour toi. En attendant, Héloïse, on en avait parlé rapidement dans les jours qui précédaient. Mais pour toi, quel est un peu le standard? Tu parlais de Gold Standard, de VCS. Quelle est pour toi fondamentalement la différence entre ces deux standards, en fait? Très bonne question, oui. Oui, en fait, ces deux standards ont été créés à peu près en même temps. Donc, Gold Standard, ça a été créé par une coalition de 80, il me semble, ONG, donc internationales, dont WWF et d'autres que vous connaissez peut-être, en 2003. Et le Verified Carbon Standard, donc le VCS, qui est le plus gros standard, en fait, qui a le plus de projets développés et en cours de développement sur tout type de technologie et tout type de géographie, a été créé en 2007, il me semble, par une organisation qui s'appelle Vera. Et Vera a été créé en 2005. Donc, en termes de temps, en termes d'aboutissement historique, ces deux standards sont à peu près équivalents. Ils ont été créés à peu près en même temps. Et en fait, ce qu'il est important de noter, c'est qu'ils utilisent à peu près les mêmes méthodologies qui ont été développées pendant la période du protocole de Kyoto. Donc, sous ce mécanisme qui s'appelle le mécanisme de développement propre, Clean Development Mechanism en anglais. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment une question de quel standard a plus de valeur. Je pense qu'il est intéressant de noter que le Gold Standard met plus l'accent sur les co-bénéfices, donc c'est-à-dire que chaque projet qui est développé sous le Gold Standard doit avoir 3 contributions aux objectifs de développement durable, donc création d'emplois, etc. Donc, de ce côté-là, c'est très intéressant, mais en termes de projets et de qualité des projets, les deux standards sont très aboutis et sont d'autres qualités, tous les deux. Donc, ils sont quasiment équivalents. Super, merci. Je crois qu'on a le temps pour une dernière question, puis on conclura. Dernière question, je ne sais pas qui pourrait répondre. Que pensez-vous des standards privés comme Puro, qui sont aussi des places de marché? Est-ce une solution pour développer des projets de séquestration en Europe au-delà du label bas carbone? Je pense que je peux dire quelques mots sur des standards nationaux, enfin les marchés volontaires privés comme Puro en Finlande. Donc Puro, c'est vraiment un développeur de méthodologie. C'est aussi un site internet où on peut acheter des crédits de séquestration, donc notamment le biocharbon, le biochar, et aussi d'autres types de projets à l'international, donc pas seulement en Europe. Toutefois, je pense il y a pas mal de valeurs de faire la différence entre les méthodologies qui sont développées et aussi le point de vente et ainsi que la vérification. Parce qu'au niveau du Puro, il est clair qu'on a besoin de ces projets de séquestration pour atteindre net zéro à l'échelle globale, mais je ne suis pas sûre que ce soit une si bonne idée de tout mettre ensemble parce qu'il y a un peu moins la distinction entre développeurs, vérification et aussi les normes, les méthodologies qui sont créées. Donc d'un côté, c'est très intéressant et on en a besoin. Et d'un autre côté, c'est un peu moins traditionnel parce qu'historiquement, ces points ont été séparés. Super. Et juste pour ajouter aussi,
Puro se limite vraiment à la certification de crédit, de certificat, mais ne va pas au-delà de... par exemple, il n'y a pas besoin de prouver l'additionnalité. Ça, c'est certain. Donc, ça reste très simple, mais la crédibilité est un peu limitée. Très bien. Bon, dans un souci de temps, je vois qu'il y a quelques dernières questions qui arrivent, mais malheureusement, je propose que nous, Sharpol, on vous recontacte et on essaie de trouver des éléments de réponse à vos questions. Mais je tenais à vous remercier d'avoir participé à notre premier webinaire. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous attendre à de nombreux, on espère, non webinaires, mais d'événements en présentiel à Paris dans les prochains mois à venir. Si vous avez quoi que ce soit comme question, si vous voulez parler davantage avec nos conseillers, n'hésitez pas à m'écrire un email à j.rademacher@sarpol.com et on est on a ouvert nos bureaux. On ne sera pas dans le Marais, mais on sera vers Lafayette, donc n'hésitez pas aussi à nous rendre visite. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier, puis on espère à bientôt en personne ou en virtuel. Merci.